Salut, super content de vous retrouver pour une reprise d'Essaye encore. Il y a eu une petite pause à la fin de l'été, petite pause estivale, tranquillou, voilà. Je reviens, c'est donc toujours Geoffrey, ça n'a pas changé. Le podcast s'appelle toujours Essaye encore, ça n'a pas changé. Et on est en 2020, c'est toujours la pandémie, Covid-19, ça n'a pas changé non plus. Bref, ça ne m'empêche pas de faire des rendez-vous podcast avec un nouvel invité, Antoine de Maximi, dans un instant. Je vous rappelle que le podcast, il est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, que sais-je encore ailleurs. Il est aussi sur Patreon. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez ce que je fais, et qu'au-delà d'écouter, vous voulez vraiment me soutenir encore plus fort, vous pouvez vous abonner donc patreon.com/Geoffrey Deloup. Il y a un petit abonnement mensuel et ça m'aide beaucoup, ça m'aide à vivre, manger, boire, me nourrir, etc., etc. Non, sérieusement, vraiment, c'est une belle marque de soutien. Merci pour ceux qui rejoignent le Patreon. Merci à tous d'écouter. Et puis, si vous écoutez ailleurs, gratuitement, sur Apple ou autre, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petites étoiles, je sais pas comment ça marche. Enfin, faites des petits trucs qui font plaisir. Voilà. L'invité, c'est Antoine de Maximi. Antoine de Maximi, moi, je l'ai découvert en 2006. Il y a un truc qui a fait bip. Ouais. Moi, je l'ai découvert en 2006, Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous débarque sur France 5. Moi, je suis dans mon canapé. Je découvre un mec avec une chemise rouge qui part en voyage, en se filmant, en demandant à des gens s'il peut dormir chez eux. Je me suis dit, ce mec veut mourir. Et en fait, pas du tout. J'ai été séduit par la drôlerie, par l'originalité, par l'authenticité aussi du monsieur. Et jamais je me serais imaginé discuter avec lui un jour dans un podcast. Eh bien, magie de la vie, ça se fait. On parle avec lui de l'armée, on parle avec lui du cinéma de guerre, des reporters de guerre. On parle avec lui de Bernard Moitessier, c'est un navigateur. On parle aussi du nombre de chemises rouges qu'il possède. On parle évidemment de J'irai dormir chez vous, je sais plus si je l'ai dit, et du film qu'il vient de faire, J'irai mourir dans les Carpates, avec Alice Paul et Max Boublil. C'est en salle depuis le 16 septembre. Antoine de Maximi est mon invité et ça commence maintenant. Eh ben salut Antoine. Bonjour. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel numéro de Essaye encore. Alors j'aime commencer avec une question, c'est celle que je pose à tous les invités et généralement pour certains ça les met mal à l'aise un peu. Je sais pas si toi ça va le faire, mais qui es-tu? En gros, comment est-ce que toi tu te présenterais à nous plutôt que moi je fasse une présentation dans laquelle j'oublierais des choses? Alors maintenant on me présente souvent comme un globe squatter parce que je fais l'émission J'irai dormir chez vous et que c'est d'aller un petit peu partout autour du monde et de s'inviter chez les gens autant que faire se peut. Mais plus largement, je suis un électron libre, je dirais. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui est pas toujours facile pour ceux qui m'entourent, mais d'un autre côté, c'est ce qui me permet aussi d'avoir un parcours qui sort des cases et qui m'emmène dans des endroits variés, voilà. Ouais, j'en parlais dans l'intro, j'ai évidemment rementionné un petit peu ton parcours. Il y a nous qu'on connaît plus en tant que grand public, effectivement, toute la série des J'irai dormir chez vous. Ça a plus de 10 ans déjà, l'air de rien. Premier tournage 2003, donc ça fait 17 ans que je fais le premier tournage. Bon, après, c'est pas passé tout de suite sur les grandes chaînes, mais ça fait un moment, ouais. Alors, t'as commencé très très tôt finalement à faire de la vidéo. J'ai cru entendre parler d'une histoire de premier tournage à l'âge de 12 ans. Oui, c'est ça, avec mon cousin. Avec mon cousin Jean-Marie Barfetti, on a fait on était en vacances simplement et on était un petit peu désœuvrés comme souvent les gamins de cet âge-là. Et sa mère, à lui, ma tante, nous a passé sa caméra. Il y avait une cartouche de film. Et on a fait un film qu'on a improvisé avec, on a joué la comédie, on a inventé une histoire au fur et à mesure, mais on a quand même fait un film de 2 minutes 30, un truc comme ça, qu'on a monté et dont on a fait le son en post-synchronisation aux vacances d'après. C'est-à-dire qu'on a refait jouer le grand-père, etc., et la grand-mère et tous ceux qui avaient joué dans le film, ils avaient leur texte et il fallait redire le texte à peu près en face. Ce qui était bon à 12 ans, c'était quand même pas mal. Oui, alors te vexe pas, mais en plus pour l'époque, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, parce que la caméra, c'était une caméra Super 8 qui avait pas de son. Oui. Oui, puis après toi, donc, si tu le refais un an plus tard, il faut refaire ça sur une bande cassette. Enfin, le mix des deux est un truc impossible, quoi. Enfin, c'est. Ça se décalait quand on projetait le film, et on arrêtait un petit peu le projecteur de temps en temps quand il était trop décalé, mais bon. Non, ça allait. Donc j'en déduis que ça remonte à loin cette histoire de. Oui, cinéma. Ça fait plus de 40 ans. Qu'est-ce que je dis? Ça fait un peu moins de 50. Ça fait plus de 40 du coup. Ça fait mal, hein. Un peu moins d'un demi-siècle. Faut pas voir ça comme ça. Concrètement,
Comment tu y es venu à, on va dire, au cinéma au sens large ou d'ailleurs oui, c'est quoi? C'est le cinéma en premier lieu finalement, c'est ça? Non, c'est plutôt de la télévision. Moi, j'ai Télé. fait le cinéma. Il y a eu ce film qui était un petit peu de la fiction, si on veut, mais bon, très très léger. Après, j'ai fait essentiellement de la télévision, et puis j'ai fait le film J'irai dormir à Hollywood, qui est sorti Ouais, la au suite cinéma, de mais qui la était série, un ouais. documentaire. Mhm. Et puis après, il y a eu J'irai mourir dans les Carpates, qui vient Voilà, qui vient de de sortir. sortir. On va l'aborder tout à l'heure effectivement. On va bien parler du film en question parce que j'ai cru comprendre que là aussi ça avait été un parcours un peu du combattant. Revenons peut-être avant dans l'ordre. Comment ça s'est passé pour toi dès le départ? Tu expliquais aussi dans ton bouquin que t'as des parents particuliers dans le sens où ils sont peintres et que t'as eu une école de la vie déjà de par tes parents différente de ce que peut-être on peut apprendre, on va dire plus normalement si je mets des guillemets. Oui, parce que moi j'avais des parents donc qui étaient peintres tous les deux et qui avaient qui se positionnaient par rapport à la vie. Ils étaient pas dans ce qui se fait, ils étaient pas dans les diplômes, ils étaient pas dans ce qui est académique, ils avaient déjà bien leur parcours à eux très original. Et donc j'avais des parents qui m'ont pas emmené vers la norme d'une certaine manière. Et ils ont vraiment eu leur chemin, tracé leur route. Ils ont réussi à élever 4 enfants en gagnant pas grand-chose et en ayant une vie bien agréable, bien réussie. Je pense qu'ils se sont plus amusés que beaucoup de gens que je connais qui ont socialement mieux réussi. Du coup, c'est des exemples pour toi? Bien sûr que c'était des exemples, mais c'était même pas des exemples dans le sens où ils n'ont jamais dit c'est comme ça qu'il faut faire, etc. C'était une démonstration de la manière dont ils fonctionnaient et puis que nous on pouvait suivre ou pas d'ailleurs. Donc c'était ça. Le thème du podcast c'est les échecs, les ratés, les plantats. On met ce qu'on veut comme mot, mais l'idée en gros, Oui. la vie nous fait échouer à plein de moments. En fait, je suis parti du concept où souvent on voit les choses abouties, réussies, un spectacle, un film, peu importe, et un bouquin même, et on n'imagine pas le nombre de fois où on s'est viandé avant d'arriver à cette étape-là. Et c'est ça que je veux mettre en lumière. C'est quoi ton premier échec? Mon premier échec, c'est l'école, moi j'ai été viré à 17 ans, j'ai même été viré pris de court parce que je pensais pas que ça allait se passer de cette manière. Ouais. On m'a annoncé que je revenais pas l'année prochaine. Moi j'avais 17 ans et je pensais, mais pas une seconde, je pensais que ça pouvait se passer comme ça. Et pourquoi? Oui, j'avais pas fait grand chose, oui, voilà, j'étais allé ok. tranquillement, etc. Et c'est vrai que je travaillais pas bien, mais à ce point-là, qu'on me dise non, l'année prochaine tu reviens pas, et moi j'ai dit mais là je vais faire quoi alors? Ah oui, t'es tombé des nues à ce Maintenant moment-là. c'est la vie active. Ouh, mais j'étais pas prêt du tout à ça. Donc ça, oui, c'est le premier échec et qui a été presque un peu cuisant quoi, d'une certaine manière. Et tu le vis comment à ce moment-là? C'est-à-dire que tu t'effondres, tu restes à temps enfermé, enfin tu fais quoi? J'étais inquiet quand même parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire quoi. 17 ans, pas réussi à l'école, pas de sous de côté, pas de parents riches, pas de choses comme ça. C'est vrai que j'étais un petit peu inquiet je crois que j'ai quand même pas mal glandé pendant un moment pour essayer de prendre mes marques. Ouais. Mais je savais pas trop ce que j'allais faire. Je rêvais pas mal, mais j'étais quand même enthousiaste. Et dès que ça a démarré, à chaque fois, moi, de toute façon, que j'ai changé de direction, j'ai eu du mal au début. Ça marchait pas. Et à chaque fois que ça a marché, ça a enchaîné. D'accord. Et Donc, ça a marché finalement au bout d'un moment. Pourquoi tu as su le voir, y penser? C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir persévéré, c'est la chance, c'est c'est le fait d'avoir persévéré. Alors là, c'est la chance. La chance, c'est juste le petit truc qui fait basculer tout le travail que t'as fait avant. Moi, je crois pas à la chance. Je suis comme Napoléon. Napoléon disait, est-ce qu'il a de la chance? Il formulait un truc qui était, à mon avis, est-ce que ce mec-là, en fait, il est suffisamment combatif, intelligent, débrouillard pour que il réussisse ce qu'il veut faire. Et effectivement, t'as un petit truc de chance qui fait basculer à la fin, mais la première chose que tu fais, c'est de travailler, c'est de réfléchir à ce que tu pourrais faire, comment ça pourrait se passer. Si t'as prévu différents scénarios,
quoi que ce soit que tu veuilles faire. Si t'as prévu différents scénarios, bah, il y a des chances qu'il y en ait un qui marche. Et après, on va dire que t'as de la chance. T'avais préparé le coup. Ouais. T'as Moi, je aussi crois pas peut-être, trop, la chance. t'as aussi peut-être créé ta chance. C'est déjà un truc. Et puis ensuite, ouais, t'avais préparé, ouais. Donc du coup là après l'école après l'école et cette période Bah de après flou, l'école, j'ai essayé de trouver des trucs à faire, mais qui m'intéressent, qui soient dans la direction que je voulais prendre, et pas simplement aller travailler pour gagner de l'argent. Donc en fait, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que à l'époque on avait le service militaire à faire, et moi je me suis engagé au lieu de faire juste mon service militaire, mais dans l'établissement ciné-photo des armées. Donc j'ai commencé à faire des films et c'était une sorte de deuxième école finalement. Oui, sauf que j'étais censé savoir. Ouais, ah oui, d'accord. Oui, mais j'ai vachement improvisé et en fait ça a marché. Ça a marché très vite, très rapidement. On m'a donné des trucs à faire, puis je m'en sortais bien à chaque fois, et du coup on m'en a donné de plus en plus. Et très vite, j'étais opérationnel, quoi. Ouais, c'est pour ça que donc oui, je voyais la case reporter de guerre dans ta bio, mais c'est toute cette partie-là donc. Ok, ça à partir de là. C'est pas cette partie-là, c'est après vraiment que j'ai fait du reportage de guerre. C'est pas avec l'armée, c'est avec CBS News. Quand j'ai quitté l'armée après 3 ans. J'ai fait un peu d'actualité, puis assez rapidement, je me suis retrouvé à travailler avec un mec qui est devenu un copain, qui voulait qui faisait du reportage de guerre. Et moi, j'y suis allé comme ingénieur du son et j'ai travaillé avec lui, quoi. Et t'aimais déjà le côté voyage à ce moment-là, ou c'est là que tu t'en es aperçu finalement? Je pense que j'avais lu des bouquins, des récits d'aventures vécues. Je lisais que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la réalité. Par procuration au début. Oui, comment les mecs s'en étaient sortis, comment ils avaient vécu, comment ils étaient. Parce que pour moi, c'était un peu comme une formation. Je les lisais en me disant comment j'aurais fait, est-ce que j'aurais été capable de faire ça, est-ce que je me serais fait avoir, est-ce que j'aurais eu la même idée, est-ce que j'aurais eu une autre idée. Et en fait, j'ai été beaucoup plus dans une espèce de démarche d'apprendre des choses. Ouais, c'était ça. Je t'ai entendu dire dans un autre podcast que c'était ça, apprendre. Quand on rate, finalement on fait qu'apprendre toute sa vie, et l'important était de se remettre en question, et surtout de pas avoir de regrets finalement. Bah ça, c'est 3 trucs effectivement complémentaires. Un, d'apprendre toute sa vie, parce qu'il y a plein de gens qui apprennent à l'école et qui apprennent plus après, puisque c'est plus l'école. Oui. Il y en a quand même beaucoup qui sont comme ça. C'est dommage pour eux. Moi, j'ai pas beaucoup appris à l'école, mais j'ai beaucoup appris après, et surtout j'ai appris à apprendre, et donc j'ai continué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là dans ce que tu viens de dire? De pas avoir de regrets. À pas avoir de regrets, c'est capital. Ça, c'est capital, et je pense même que c'est un truc dont il faut vraiment avoir conscience, parce que c'est ce qui m'a motivé pour faire plein de choses. C'est de vouloir ne pas avoir de regrets, parce que tu as des idées, tu as des envies, etc. Et le truc très important, c'est de se lancer dessus et d'y aller et d'essayer de les faire. Parce que si tu fais pas les choses, t'es sûr que tu auras des regrets. Tu auras les regrets de te dire ah oui, j'avais pensé à faire ça, puis je l'ai pas fait, puis voilà, et puis peut-être que j'aurais dû. Et bien évidemment que c'est un truc qui risque d'arriver si justement tu te lances pas dans ce genre de projet. Donc il faut y aller parce que quand quelque chose que tu avais envie de faire ne marche pas, c'est beaucoup beaucoup plus supportable si tu as fait ce que tu pouvais pour y arriver. Oui. Si tu n'as rien fait, pour moi, c'est extrêmement frustrant. T'as pas raté, mais t'as pas fait non plus, quoi. Voilà. Donc voilà. Et quoi qu'il en soit, en plus, quand tu essayes de faire quelque chose, eh bien, si jamais ça marche pas, le fait de t'être bougé, de t'être battu pour essayer de le faire, etc., te permettra de faire autre chose. Donc, de toute façon, dans les 2 cas, tu vas avancer. Pas forcément dans la direction que tu voulais, mais tu vas avancer. Oui, c'est une jolie histoire que tu racontais là aussi dans une autre interview d'un gars qui voulait il voulait partir en voilier, mais il en avait pas, et il y avait une épave, il a voulu la remonter. Oui, c'est très joli. Un gars qui voulait remonter, il voulait un voilier, il a vu une coque qui avait coulé dans un port, mais qui n'était pas profonde, elle était à 3 mètres.
C'était un voilier qui avait coulé, donc il était en mauvais état, mais il s'est dit, je vais le faire remonter. Et donc il plongeait, 3 mètres, ça se fait assez bien, il plongeait avec des bidons dans lesquels il y avait rien, il y avait de l'air, et il les mettait dans le bateau. Et l'idée, c'était que quand il y aurait suffisamment de bidons dans le bateau, il allait remonter, et puis qu'après, il pourrait le retaper, etc. Et il faisait ça des journées entières, quelques heures par jour, parce que ça devait quand même être très fatigant, et il descendait les bidons dans le bateau. Et en fait, il a eu un bateau, mais pas celui-là. Et ça, c'est la vraie illustration, c'est-à-dire il a sympathisé avec un vieux monsieur qui était là, qui le regardait faire tous les jours, et puis ils ont commencé à discuter de temps en temps, puis de plus en plus régulièrement, etc. Et puis un jour, le vieux lui a dit, écoute, tu vois, ça c'est mon voilier, je suis vieux, j'en ferai plus, j'ai pas d'enfant, je te le donne. C'est une belle histoire. Ça c'est vraiment, c'est ça, tu te bats pour obtenir quelque chose, tu l'obtiendras différemment, tu l'obtiendras pas, mais tu obtiendras quelque chose. Oui, voilà. Ouais, ça paiera quoi qu'il en soit. Et ça, c'est une vraie histoire ou c'est une fable qu'on t'a racontée? Non, c'est une vraie histoire et j'arrive pas à me rappeler, je l'ai lu, je pense, dans un bouquin de Bernard Moitessier, un grand navigateur du siècle dernier, qui est parti, lui, pareil, dans des conditions vraiment gonflées, avec un petit voilier pour traverser l'Atlantique, tout seul, enfin vraiment à une époque où ça ne se faisait pas, parce que c'est ça la différence. Il a fait sa route à l'époque où tout le monde ne prenait pas cette route. Ouais. Et je pense que c'est dans un de ses livres que je l'ai lu. Mais j'ai pas retrouvé. Mais c'est pas grave, on cherchera, on fouillera, ou les gens le trouveront effectivement et nous le diront. C'est quoi du coup après le bide ou l'échec qui te marque après celui de l'école là? Tu me disais que le premier qui t'a marqué c'est celui-là. Quand je te pose la question comme ça spontanément, tu penses à quel moment qui a été plus compliqué et qui s'est pas déroulé comme tu le pensais? Moi, j'ai pas eu trop. J'essaie de réfléchir, mais j'ai pas trop eu d'échecs. Important. Peut-être justement, puisqu'on parle de Bernard Moitessier, je l'ai rencontré Bernard. Ouais. Et je voulais faire un portrait de lui pour Thalassa. Je voulais faire un film de 52 minutes. Et j'allais dîner chez lui de temps en temps, etc. Et on avait commencé à être relativement copains. Mais quand je parlais du film ou de choses comme ça, il avait pas envie de rentrer là-dedans parce qu'il était en train d'écrire un livre, qui est d'ailleurs son dernier livre puisque c'était peu de temps avant qu'il meure. Et il voulait pas rentrer dans les détails, il voulait pas trop discuter de ça. Et moi, je me contentais d'être copain avec lui, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il m'a dit qu'il avait pas confiance en moi. Ça a été un échec et il m'a dit oui parce que tu viens à la maison, on parle de rien. Et moi je m'étais juste mis en tête qu'il voulait pas en parler maintenant, donc du coup j'en parlais pas. Et ça a été quand même un échec parce que il a pas voulu revenir là-dessus. Je lui ai envoyé une lettre qui a été on a terminé pas de manière très sympa, hein. Je pense que j'ai son courrier et puis j'ai certainement le mien aussi parce que moi j'écrivais avec l'ordinateur donc j'ai la copie. Mais moi j'étais déçu parce qu'il a fait un dernier film qui a été assez basique. Ouais. Il y avait pas grand-chose dedans et moi ayant lu ses livres, j'avais c'est surtout j'avais compris sa nature. T'aurais fait mieux, en tout cas, t'aurais fait quelque chose de plus proche. Moi je pense que j'aurais fait mieux, c'est sûr. Ouais. Mais c'est sûr, mais je serais parti. J'aurais pris un temps que un journaliste ne pouvait pas prendre. Le journaliste qui a fait le reportage, il a fait un truc en une semaine. Moi, j'aurais pris beaucoup plus de temps. Parce que j'étais pas là pour rentabiliser les choses. Donc ça a été un échec. Mais est-ce que j'en ai tiré un enseignement? Moi, j'ai continué à batailler. Peut-être que j'aurais été, si je refaisais un portrait de quelqu'un comme ça, je serais peut-être plus clair en lui disant, ok, tu veux pas en parler maintenant, donc ok, on n'en parle pas. Et je lui aurais redit ça qu'on n'en parlait pas. Je sais pas, il a perdu confiance en moi et c'est dommage. Mais c'est la vie, voilà. Et c'est marrant parce que quand je te demande si t'as un bide ou un échec comme ça qui te vient, il est plus comme personnel plutôt que professionnel, même si c'est lié en soi, mais c'est plus la partie il m'a plus fait confiance qui t'a touché que finalement je fais pas le film. C'est marrant, c'est plus l'intime qui t'a touché là-dedans, je trouve. Ouais, enfin moi je sais pas, pour moi les deux sont extrêmement liés, hein, parce que moi la vie ne m'intéresse pas
j'ai pas envie de vivre spécialement. Je m'en fous, ça m'intéresse pas, tu vois, de vivre, d'avoir la vie de tout le monde, etc. Moi, la vie que je mène. Le seul qui s'en fout. Ah oui, non, mais c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que c'est mon parcours. Ouais. C'est ce que je vis pour construire les films que j'ai faits, les documentaires, les trucs comme ça. C'est tout ça. C'est le chemin plus que la destination. C'est le chemin. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais moi, il y a toujours un truc qui a été très important pour moi, c'est de me dire, et je me le dis depuis des années et des années, hein, c'est de me dire, quand je vais arriver au bout de ce parcours de ma vie, eh ben, quand je vais me retourner, je voudrais pouvoir me dire, putain, j'en ai bien profité, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait plein de choses. Et toute ma vie a été tournée vers ça, et j'ai, d'une certaine manière, par rapport à d'autres gens, qui vont voir les choses différemment, j'ai pas cherché à profiter de la vie, dans le sens profiter d'un moment de soleil, oui voilà, tout faire, tout voir, tout voilà, t'étais pas là nécessairement là-dedans, mais c'est ce qui s'est fait tout seul finalement. Bah je voulais voir plein de choses, mais j'ai pas profité de je sais pas, j'ai pas une vie où j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, etc. Je suis toujours un peu en coup de vent, moi. Je suis un peu un tourbillon et même encore là aujourd'hui, tu vois, le film vient de sortir. Très honnêtement, à la seconde où je te parle, je te le dis très clairement, je n'ai j'ai rien dans mon agenda. J'ai que dalle. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai plein de projets dans la tête, j'ai rien qui est dans les tuyaux. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre personne me suit sur d'autres projets que j'ai, y a rien. J'ai rien à faire. Mais et j'ai pas spécialement envie de profiter, tu vois, je suis pas très loin de la retraite d'une certaine manière, hein. J'ai 61 ans, je pourrais dire ok, bon, je raccroche, mais j'ai aucune envie de faire ça. J'ai aucune envie de raccrocher, j'ai envie de lancer d'autres projets. Ils marcheront pas. J'en ai plein, donc je vais tous les pousser dans différentes directions et je vais voir si les gens me suivent ou s'ils me suivent pas. Bon, on se connaît pas personnellement, enfin en fait dans un sens si, parce que moi ça fait longtemps que je suis par exemple tes aventures. Depuis J'irai dormir chez vous, où je t'ai découvert avec ta petite chemise rouge, j'ai bouffé de la télé, j'ai bouffé des bouquins, j'ai bouffé etc. tout ce qui pouvait se rapprocher autour de toi. Donc de ce que tu me dis, ça semble effectivement correspondent parfaitement à qui tu es, c'est-à-dire que tu sembles être quelqu'un qui vit les choses pour l'authenticité de la chose. Donc si tu ne fais plus rien, tu t'es éteint en fait, moi elle n'existe plus quelque part. Oui, ça m'intéresserait relativement peu, hein. J'en sais rien parce que en même temps, j'ai jamais essayé, donc je pourrais très bien dire bon allez, la dernière partie de ma vie, je fais rien, je profite. Mais honnêtement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là tout de suite. Parlons de justement J'irai dormir chez vous parce que tu l'as pas mentionné, mais alors c'est pas un échec en soi puisqu'il est enfin arrivé, mais il a mis du temps là aussi. Il a fallu. Le podcast s'appelle Essaye encore. C'est vraiment ça. Il a fallu que t'essayes encore et encore et encore. Ah mais alors ça par contre c'est vraiment un truc qui a été toute ma vie. Hein. Toute ma vie j'ai voulu faire des choses, et on ne m'a pas suivi au début, mais tout le temps. Et que ça soit, je peux te faire un petit résumé rapidos, hein, quand j'ai voulu être ingénieur du son, parce que c'était le truc qui était pour moi le plus simple pour commencer dans ce métier, ça marchait pas. Dès que je me suis retrouvé dans un milieu professionnel où j'ai pu commencer à travailler, comme j'étais à fond là-dessus et que ma priorité était de réussir là-dedans, ça a marché. Ensuite, j'ai voulu réaliser des documentaires. Évidemment, j'avais rien fait, j'avais pas fait d'école, j'avais jamais écrit de dossier de documentaire et de trucs comme ça. Ouais. Et ça a été très long et difficile pour arriver à faire les premiers documentaires, surtout les premiers documentaires professionnels, parce que quand c'est toi qui payes, t'arrives encore à faire des choses. Oui, j'allais dire, mais c'est ça aussi. À chaque fois, j'ai remarqué, c'est quand du coup on te dit non, toi tu dis ouais, mais moi c'est ce que je veux faire, donc je vais le faire moi-même finalement. Puis c'est voilà. Exactement. Donc ça a été pareil. Mais dès que j'ai commencé à réaliser des documentaires, ça enchaînait assez vite. J'ai vite eu du travail et je me suis assez rapidement retrouvé sur des gros documentaires, des films d'expédition scientifique, des films animaliers. Après, j'ai voulu être présentateur. On m'a dit, mais attends, pourquoi tu veux être présentateur? J'ai commencé à présenter au bout de plusieurs années, hein, à faire des essais, des trucs où j'essaie de me mettre dans des documentaires, j'essaie de présenter les documentaires, c'était coupé au montage, etc. Bon, toutes ces choses-là, j'ai fait ça vraiment pendant un moment. Et puis quand je me suis retrouvé
à lancer enfin, à me retrouver présentateur d'une émission qui s'appelait Zone Sauvage, et puis juste après Animal Zone, donc des émissions sur les animaux sur France 2. Ouais. Donc je présentais. Ça restait ton domaine pour le coup, puisque tu avais fait les documentaires animaliers. Oui, c'est vrai, mais j'étais pas présentateur au départ. Et 3 mois après, 3 mois, hein, c'est pas beaucoup, on me propose une émission à 20h50 sur France 2 pour l'été qui suit. C'était à la place d'envoyé spécial. Non, c'était... c'est encore autre chose. Non, pas du tout. C'était s'appelait Les Nouveaux Mondes, qui avait été présenté une année par Olivier Mine, et puis il avait pas voulu rempiler parce que pour une raison je sais pas, et il cherchait un présentateur, et comme moi j'avais quand même le profil, etc., ils m'ont mis là-dessus. Et après j'ai enchaîné des émissions que j'ai présentées. Et puis j'ai tout arrêté tout ça pour faire J'irai dormir chez vous, où là personne n'en a voulu. Et sauf la petite chaîne Voyage, on arrivait à vivoter. Moi j'étais convaincu du projet, je l'ai fait. Et mais j'ai pas été payé pendant plusieurs épisodes, quoi. Pendant des mois et des mois, j'ai pas été payé, mais je faisais l'émission. Et elle a fini par s'imposer, elle a fini par trouver son public, mais c'est pas arrivé tout de suite, hein. Et puis elle a fini maintenant par exister. Et puis après jusqu'à être en film finalement. et jusqu'à oui, sauf que quand j'ai voulu faire mon film, ça a été exactement pareil. Personne ne m'a suivi. Et quand je dis personne, c'est personne. Ça veut dire même mes producteurs. C'est pas ils savaient pas comment prendre le truc parce que ça sortait trop des cases. Voilà. Et comment ce film a pu exister? Parce que j'ai fait un financement participatif. Ça veut dire qu'une fois de plus, j'ai juste pas lâché. Voilà. J'ai pas lâché, c'est le seul truc. Donc, est-ce que les efforts te rendent, les échecs te rendent plus fort? Je sais pas vraiment dire ça. Parce que les échecs, d'une certaine manière, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Oui, t'as pas l'ego pour être atteint par l'échec plus que ça. C'est juste que toi, tu te dis, ça a pas marché là, je recommence, quoi. Oui. Là, le film, il est sorti, tu as une période vraiment qui est pas la meilleure pour sortir un film, etc. Oui. Mais encore une fois, je m'en fous. Le film, il est comme je voulais, il est bien, il est pas du tout comme les autres. Et alors il y a certains qui trouvent que ils trouvent pas leur compte parce qu'ils se disent c'est quoi ce truc-là, etc. Mais moi je suis content de mon film. Il correspond à ce que je suis. Il est dans la logique de J'irai dormir chez vous. Et les gens qui aiment J'irai dormir chez vous retrouvent tout ce qu'ils aiment dans ce film. Alors ça s'appelle J'irai mourir dans les Carpates, vu qu'on en parle là, on va en parler. J'irai mourir dans les Carpates, et pour le coup c'est donc une fiction en effet, inspirée de cette aventure télé J'irai dormir chez vous. Le pitch c'est en gros, t'es plus là, on t'a perdu, t'as eu accident, je sais pas trop, et du coup on retrouve tes documents de production. C'est tout à fait ça. Au cours d'un épisode de la série, j'ai un accident de voiture, la voiture part dans une rivière et on retrouve pas grand chose, mais comme les bagages étaient dans un hôtel, ils récupèrent donc les bagages qui sont rapportés à Paris, rapatriés comme ça se passerait si l'accident arrivait vraiment. Ouais. Et dans le sac, il y a les images qui avaient été tournées jusqu'à l'accident. Et la monteuse de l'émission, la monteuse qui s'occupe de faire les montages des épisodes, décide de finir ce dernier épisode. Et elle entre dans une enquête parce que elle se dit mais est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et elle découvre, mais pas tout de suite. Au début, il y a rien à voir. Mais elle découvre des petites choses qui attirent son attention et elle commence à avoir des doutes. Ah oui, parce que tu te filmes tout le temps. Il y a certainement des éléments qui ont pu être filmés. Exactement. Alors, je me filme pas tout le temps. Il y a une télécommande, mais en revanche, je filme des choses que je peux pas voir, etc. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce film, c'était de faire un film qui était une enquête dans les images. Et le jeu, ce que j'ai fait, c'est que tout ce qu'elle va découvrir dans le film, le spectateur le voit une première fois avant elle. C'est-à-dire que dans les images que lui voit, les indices, ils sont déjà là. Donc on peut être elle, finalement. On peut mener l'enquête au même titre qu'elle si on est suffisamment affûté. On peut trouver des choses avant elle. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je me suis battu pour faire ce film, et que je voulais faire celui-là et pas un autre. Et comment est venue l'idée de ce film-là, toi? L'idée de ce film, elle est venue du fait que quand je tourne des J'irai dormir chez vous, je me retrouve quand même assez régulièrement dans des situations un petit peu tendues. Ouais. Et que on se demande comment ça va finir. Et si on se demande comment ça va finir,
je vous laisse imaginer moi comment je me pose des questions, tu vois, au moment où ça risque de déraper. Et forcément, je me suis dit, mais si un jour ça dérapait vraiment, qu'est-ce qui pourrait se passer? D'ailleurs, je me souviens dans un des épisodes, je saurais plus dire lequel, je sais juste que tu étais aux États-Unis, il y a un moment donné, tu filmes le fait que le moment ne soit pas super rassurant et tu nous le dis. Il y a certainement d'autres épisodes où tu l'as fait aussi, mais est-ce que ça c'était léger et que les vrais moments de peur en fait t'étais pas en train de les filmer, ou est-ce que c'est le maximum de peur que t'as pu avoir ces images-là? Il y a sûrement des petites choses que j'ai pas filmées et qui étaient fortes, mais là c'est des moments qui sont très tendus, hein. C'est très tendu, l'inquiétude elle est palpable, et c'est pour ça aussi que les gens apprécient beaucoup J'irai dormir chez vous, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer et tout peut arriver. Je veux dire, quand tu te retrouves au milieu d'une fusillade, il y a pas beaucoup de documentaires où ça arrive, quoi. Donc et surtout des documentaires où t'es pas en train de chercher ce genre de choses. Quand tu fais du reportage de guerre, te retrouver au milieu d'une fusillade. Oui, voilà, on est prévenu. Je dirais pas que c'est la routine, mais c'est ouais. Quand même pas une surprise totale. Tandis que là, t'es en train de te balader, tu vas juste pour rencontrer des gens, et là tu te retrouves au milieu d'une fusillade. C'est autre chose. Et t'étais, j'imagine, tout ça était préparé, mais est-ce que pour autant t'avais, en gros, t'avais quand même tout préparé avec plein d'hypothèses de problèmes qui peuvent se dérouler, et puis résultat dans les faits, je suis sûr qu'on est à côté de tout ce que t'avais pu préparer, et c'est ça qu'on voit, ou c'est assez proche de ce que tu as pu. Attends, j'ai pas compris du tout. Tu parles des émissions? Oui, je te parle de là pour le coup. Ah, mais les émissions, il y a rien qui est préparé, donc. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment petit bonheur, la chance. Là, oui, c'est complètement comme ça. Parce que des fois, on est un peu déçu de certains documentaires qui sont totalement scénarisés. Là, il y avait même pas un pitch quelconque à la base. Non. Moi, il y a rien qui est scénarisé. Même parfois, je suis parti dans des pays sans savoir dans quel pays j'allais. Donc, tu peux pas préparer moins. Oui, c'est sûr. Non, c'est d'ailleurs ce qui déroutait beaucoup les gens au début, quand j'ai dit que j'allais faire un film de fiction avec un scénario et des comédiens sur une émission qui est totalement improvisée. Parce que ça paraissait totalement contradictoire. Et du coup, il y avait plus d'échecs finalement, puisque comme t'avais pas mis d'attente, si ce n'est que on allait juste voir là-bas en train de vivre cette aventure, il y avait pas je réussissais ou je réussissais pas, c'était on suivait dans l'aventure, et quoi qu'il arrive, l'épisode était réussi en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est vrai que dans les J'irai dormir chez vous, c'est ce que je dis parfois quand je discute avec des gens, c'est que quand ça se passe bien, les gens sont contents. Et quand ça se passe mal, les gens sont très contents. C'est vrai. Et oui, mais du coup, à la limite, les échecs qui font évidemment partie de la vie et qui font évidemment partie de J'irai dormir chez vous, comme ils sont vécus en direct, qu'ils ont mûri, etc., et que les gens se sont d'une certaine manière fait embarquer dans ce moment, dans cette histoire, dans ce voyage, eh bien, du coup, les échecs, c'est pas des échecs. Et c'est pour ça que J'irai dormir chez vous, en fait, c'était un bon concept dont j'avais même pas mesuré l'étendue au moment où j'ai commencé, quoi. Ouais. Mais je t'entendais dire ça aussi dans plusieurs interviews, que tu réfléchis évidemment quand même, là le concept tu l'avais pensé, mais t'as pas attendu d'avoir tout. T'avais pensé un truc, et puis il a fallu le tester, et je me rappelle même où on a vu que les caméras ont évolué au gré des années, la technologie, etc. Et t'as finalement affiné la chose au gré du temps et de l'expérience. Oui, tout à fait. Tu prépares ce que tu peux, après t'affines. Effectivement, c'est ce que j'ai fait de nombreuses fois, quoi. Et il y a d'autres moments, par exemple, alors pour le film ici, à part le fait de le faire, il y a d'autres choses qui ont coincé au tournage, par exemple, des choses purement pratiques cette fois, des choses qui ont été compliquées à réaliser. Qu'est-ce que je peux dire? Ou pas, hein, peut-être pas, hein, peut-être que tout s'est bien déroulé. Non, mais il y a tout le temps en fait, là, ton podcast, c'est les échecs qui t'ont permis de rebondir. Et moi, et qui t'ont rendu plus fort d'une certaine manière. En gros, etc. oui. Mais moi, j'en ai pas tant que ça, parce que, en fait, je m'arrête pas. Je suis devenu très rationnel. C'est-à-dire que sur le long métrage, par exemple, il y a un jour, il a plu, on n'a pas pu tourner comme il fallait, et je me démoralise pas. Ouais. Je dis, tant pis, on va se démerder, demain on tournera plus vite, on fera plus ceci, plus cela. J'ai quand même commencé à tourner ce film sans avoir mes comédiens principaux. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ça veut dire que je me disais
que j'avais des refus. Il y avait plein de comédiens qui croyaient pas à ce projet. Et d'ailleurs, je remercie Max et Alice parce que tous les deux, ils ont eu l'originalité. Oui, Max Boublil et Alice Paul, parce que tous les deux, c'est des acteurs de comédie et c'est des gens qui sont plus audacieux et ils ont pris le risque de faire ce film. Ce que d'autres gens ne voulaient pas prendre comme risque. Parce que c'est eux qui l'ont. Enfin, comment ça s'est fait? Tu leur as proposé? Ou alors c'est une production? C'est passé par les agents, les machins comme ça. Okay. Mais ils ont dit oui. Mais moi, ce que je voulais surtout raconter, c'est que donc t'as des gens qui te disent non, ce qui est pas très, qui remonte pas vraiment comment dire, qui monte pas le moral d'avoir des gens qui veulent pas faire ton film. C'est pas un truc qui oui, c'est pas glorifiant. Enfin, ça fait pas plaisir en soi. Et ben, je ne m'arrêtais pas. Je me disais pas merde. Je m'en fous, j'en trouverai. Ils veulent pas le faire, j'en trouverai. Et je continuais à avancer à faire le film. Ouais. Et comme dans mon film, il y a deux parties. Il y a une partie qui est tournée avec le matériel J'irai dormir chez vous. Bah oui. Et une partie qui est tournée complètement cinéma, avec une grosse équipe, avec des professionnels. Là, on était 30, alors que sinon, on était beaucoup moins. Eh bien, je continuais, j'avançais. Moi, le plus important, c'était de continuer à avancer. Et je me disais qu'on les trouverait, ces comédiens. Et ben, c'est d'une certaine manière, tu vois, c'est pas un truc qui tout se casse la gueule, c'est je m'en fous, je continue. On a trouvé la seule personne qui a réussi à anéantir l'échec lui-même. C'est Antoine. C'est ce que j'essaye de faire, mais là, tu sais, j'arrive à un moment où je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Oui. Donc, des projets, j'en ai. Ouais, voilà. Il y en a, je suis à peu près sûr qu'ils devraient marcher, mais justement, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Et j'en ai qui sont plus gonflés et plus intéressants, et je pense que c'est sur cela que je vais me battre. Bah oui. Parce que quand je me bats sur un truc où je sais que je vais faire quelque chose qui a pas trop ou quasi pas été fait, eh ben, je suis animé d'une vraie énergie, quoi. Et ça existe encore des choses qui n'ont pas été faites parce qu'en 2020, c'est le revival des émissions télé, des séries, des musiques. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de neuf. Ça existe encore des choses neuves, Antoine? Écoute, il y a pas très longtemps, il y a J'irai dormir chez vous quand c'est arrivé. Tout le monde m'a dit c'est n'importe quoi, c'est pas pour la télé. Eh ben, ça existait pas avant, on est bien d'accord? Ouais. Bon, des autres idées comme ça, j'en ai d'autres. Et même le film, tu sais, il est comparable à d'autres, hein. C'est pas un truc, moi je peux le dire moi-même, hein. Il y a Blow Up d'Antonioni qui date des années 60, mais qui a été sûrement très bien réalisé par un grand réalisateur de cinéma, etc., auquel je me compare pas. Mais la mécanique, la manière dont est amenée l'image et l'histoire, je veux dire, dans les images, etc., il y a des choses comparables entre les deux films. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est qu'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on recherche beaucoup plus dans les images. Dans le film d'Antonioni, qui est très bien, hein, mais c'est beaucoup plus le point de départ. L'enquête, elle est pas faite dans les images. Oui. Tu vois, c'est plus un film qui te montre un milieu underground. Il y a des choses que tu comprends pas. Et c'est mystérieux. C'est très bien. Moi, dans mon film, je suis plus dans la démonstration et plus dans des trucs qui, pour certains, seront plan-plan, tu vois. Mais l'enquête, elle est vraiment dans les images. Donc, oui, j'ai pas fait un truc qui est totalement nouveau, mais je suis parmi des gens qui ont fait des films qui sont plus originaux que plein d'histoires d'amour qu'on a vues 1000 fois. Oui, même dans les comédies qu'on revoit régulièrement, que ça soit des comédies françaises ou des comédies américaines, il y a quand même des choses que tu retrouves, des mécanismes, des machins. Il y a pas tant de trucs originaux que ça. Mais après, on les pousse ou on les utilise différemment, quoi. Oui, mais je trouve que si tu veux, moi, ce que j'ai fait dans mon film et que j'assume totalement, c'est que j'ai absolument pas respecté les codes du cinéma. Voilà. Parce que je les connais pas, je les ai pas cherchés à les étudier, et d'une certaine manière, et je l'assume totalement quand je te le dis, de respecter ces codes, c'est déjà rentrer dans le moule. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ça m'intéresse pas. Donc j'ai fait le film que je voulais faire comme je le voulais. Et ça devient d'où? Enfin, tu le sais ou pas d'ailleurs, de cette envie d'être hors du moule? Mais ça vient de mes parents, c'est évident. C'est évident. Mais oui, je vais te dire pourquoi, et je peux même te l'expliquer. C'est très simple. Mon père et ma mère sont des gens qui ont eu leur parcours. Mon père, il est d'une famille noble. Moi aussi, je suis noble. Moi, je suis le comte de Maximis. Oui, voilà, il y a la particule, c'est vrai, bon. Oui.
Et mon père était aussi le comte de Maximi, mais il a pas voulu, il a voulu faire son chemin. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents parce qu'ils ont eu le courage de faire leur chemin, de renoncer à des trucs qui étaient probablement plus faciles pour eux, parce qu'ils voulaient suivre leur route. Et je vais te donner maintenant 2 exemples rapides sur ça. Mon père, il a fait un dessin. Il a créé une technique de dessin qu'il est pratiquement le seul au monde à avoir utilisé. Tu vois, c'est de faire des petits traits entrecroisés. Et plus il y a de petits traits, plus c'est noir. Et quand il n'y a pas de traits, ben c'est blanc. Ouais. Et il a fait un dessin avec ces petits traits entrecroisés, donc des millions de petits traits entrecroisés. Il a fait un dessin qui fait 82 mètres de long. Waouh. Tu vois? Donc ça, c'est avoir son parcours. Parce que il a fait un truc qui est tellement original que t'as du mal à expliquer la technique. T'as du mal à expliquer ce à quoi ça ressemble. Ouais. T'es très embêté pour définir le truc. Est-ce que c'est du figuratif ou de l'abstrait? Même ça, tu peux pas répondre. Bon. Et ma mère, elle a peint sur des cagettes parce qu'elle avait pas d'argent pour acheter des toiles, donc elle peignait sur des cajots qu'elle récupérait dans les marchés. Et comme les cajots, il y a des lattes, et que entre les lattes, il y a des espaces, elle mettait un tissu un peu loin derrière, ce qui faisait que les espaces étaient noirs, et elle a peint des gens en prison pendant des années. Ah ouais. Eh ben, c'est pareil. Ouais. C'est des personnes qui ont eu un parcours qui était différent, qui était original, et dont je suis fier. Voilà, tiens. Et donc on comprend qu'il y a une part de tes parents. Alors on dira ou génétique ou de comment t'as grandi, mais enfin en tout cas ça vient d'eux. Et après sinon au niveau du caractère, parce que tu expliquais là avant que tu ne t'arrêtes pas pour comme t'apitoyer ou même juste être démoralisé, t'as pas comme le temps et tu ne fais que continuer. Ça demande une force de caractère. Il y a certaines personnes quand ils se prennent un coup dans la journée, ils s'arrêtent et puis des fois ils disent, mais ça c'était le cas au début. Au début, j'étais comme ça. Quand t'as 17 ans et que tu te fais virer du lycée, oui, t'es comme ça. Je me rappelle très bien que j'allais me promener dans le village, tu parles, c'était l'hiver, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, je marchais la nuit avec le chien, j'allais le promener, je faisais des grandes balades, je réfléchissais. Là, je peux te dire que l'énergie, elle était moyenne. Quand j'arrivais pas à monter mes premiers documentaires et que personne me faisait confiance, c'est pareil. Mais le truc, c'est que comme je suis quand même assez têtu, et que surtout quand j'ai abandonné des idées qui finalement je m'apercevais que c'était pas des bonnes idées, mais quand j'ai continué à croire à des idées qui étaient à mon sens étaient des bonnes idées, j'ai pas lâché. Et comme je suis arrivé à devenir ingénieur du son, que je suis arrivé à devenir présentateur, réalisateur, etc. Comme je suis arrivé à faire, je sais pas, le premier portrait d'un sculpteur absolument génial qui s'appelle Chomo, qu'on peut trouver sur Internet, CHOMO, que j'ai produit moi-même, dont le film, j'en suis très content, etc. Comme j'ai réussi à faire ces trucs-là, le J'irai dormir chez vous, et même ce long métrage, eh ben je me dis, oui, maintenant t'es galvanisé, il faut pas que je m'arrête. Tu sais que, ouais, voilà. Il faut pas que je m'arrête. Alors il y a un moment, bien sûr, je vais lâcher parce que je serai fatigué, parce que je serai trop vieux, parce que j'en sais rien. Mais je suis déjà très contente d'en être là. Et moi, je dis aux gens, mettez-vous à l'abri plus ou moins de l'échec. Et l'abri de l'échec, c'est un peu ce que tu es en train de faire avec ton podcast. C'est de tirer déjà des enseignements de ces échecs. Je veux dire, déjà refaire les mêmes conneries, ça c'est quand même, c'est les gens qui n'apprennent pas qui font ça. Oui. Et puis surtout l'échec. Quand je dis se mettre à l'abri de l'échec, c'est pas vraiment se mettre à l'abri, mais composer, négocier avec l'échec, c'est d'une part de le transformer en expérience quand tu as un échec. Et d'autre part, de transformer en absence de regret. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est que, oui, c'est un échec, mais t'as essayé. Et ça, c'est la différence avec tous ceux qui n'ont pas essayé. C'est le titre du podcast, c'est Essaye encore. Ça va, je suis dans le bon thème. Ça s'appelle pas l'échec ou voilà, parce que même le mot échec, finalement, de ce qu'on a compris avec toi, il est pas bon, ça n'existe pas finalement en quelque sorte. Donc j'en ai pas eu beaucoup honnêtement, mais parce que essayer quoi. Oui, mais c'est vrai que je lâche pas quoi, peut-être même au-delà du raisonnable d'une certaine manière, mais et puis surtout, comme je te le disais, j'ai mis toute mon énergie dans réussir ces choses auxquelles je tenais et qui m'intéressent plus que simplement de vivre comme ça. Tu vois,
On peut comparer un truc tout con. La bouffe avec des copains. C'est vachement sympa. Moi, je suis content de faire des bouffes avec des copains. Et je pense que j'en ai fait plus que la plupart des gens qui travaillent moins que moi. Mais parce que, je sais pas, j'ai une espèce d'énergie que je mets sans arrêt en marche. Mais faire des bouffes avec des copains, mais faire ça toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. Oui, pas en soi en tout cas. Mais non, ça a une valeur parce que justement, ouais. c'est pas tout le temps. Puis surtout, c'est pas tout le temps les mêmes copains. Et donc, toutes ces choses-là m'ont motivé pour me bouger le cul en fait, en disant les choses simplement. Ouais. Bougeons-nous le cul. Ce sera le mot de la fin. Ah bah voilà. Moi, oui. Non, tu dis c'est le mot de la fin, c'est fini ou pas? Non, mais bon, quasi c'est comme tu veux. Si on a encore des choses à se dire, tu peux évidemment les ajouter sans souci. Ah bah moi j'ai juste un truc à dire. Ce film, il est encore en salle. Ça va sortir quand ton truc? Oh bah on est quand là lundi? Oui, on vient de démarrer lundi. Bon, samedi. Ça sort samedi, je pense. Ah bah très bien. Alors moi ce que je dis, dans la même logique, dans la même énergie que j'ai. Le film est sorti en salle, vraiment pas au meilleur moment. On le sait. Mais ce dont je m'aperçois d'abord, c'est que il baisse pas tellement. Il a pas attaqué super fort, mais il y a des gens qui y vont et surtout le bouche à oreille est excellent. C'est-à-dire que si on regarde les retours sur Allociné des gens qui aiment la série, ils sont très bons. Les retours des journalistes sont beaucoup plus mitigés, mais c'est des gens qui attendent du cinéma. Moi, j'ai fait un film qui est au cinéma. Je ne sais pas si c'est du cinéma, mais si c'est pas du cinéma, c'est pas grave parce que le film est au cinéma. Et donc, moi, je continue à soutenir avec la même énergie, le même enthousiasme. C'est pour ça que j'ai accepté le podcast, parce que tout ça, ça permet de continuer à parler du film et à persuader des gens d'aller voir le film au cinéma. Or, moi, je sais très bien que les gens sont contents quand ils en sortent. La très grande majorité sont contents. J'ai pas la prétention de faire un film qui fait l'unanimité, mais la très grande majorité des gens sont contents. Or, ce film a vraiment un intérêt à être vu au cinéma. Parce que, comme c'est une enquête dans les images, et que le spectateur peut découvrir les choses dans les images, c'est quand même au cinéma que tu les vois le mieux. Et moi, j'ai fait une tournée, et tu vas voir que je ne baisse pas les bras. J'ai fait une tournée de 113 avant-premières cet été. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tout seul avec ma voiture, avec des débats à chaque fois. Donc j'ai fait plus de 9000 kilomètres pendant l'été. Et c'était pas un corbillard rouge cette fois-ci. Non, mais par contre, j'ai eu la surprise de voir plusieurs fois des gens qui revenaient voir le film dans une autre salle, dans une autre ville, pour voir ce qu'ils n'avaient pas vu la première fois. Oui, comme tu le disais. Pour vérifier que tout était là. Voilà, et il y a ça, 2 fois. c'est super intéressant parce que je me dis, le film, il est pas sorti au meilleur moment, mais ça fait rien, il est quand même un peu hors des cases. Comme et donc c'est pour ça que je continue à le soutenir parce que j'en suis très content. Eh ben on ira voir ça. Donc c'est dans les salles en effet, jusqu'à quand on sait pas, mais c'est dans les salles depuis le 16 septembre dernier. Ça s'appelle. Ah oui, puis tiens, je vais dire un petit truc aussi. Oui. Et ça, c'est pas pour mon film, c'est pour le cinéma en général. Il y a des gens qui osent pas aller au cinéma à cause des conditions sanitaires et du Covid, etc. Moi, je me rends compte quand même d'une chose, c'est que c'est beaucoup moins dangereux d'aller au cinéma que de faire ses courses. Parce que quand tu vas faire tes courses, tu croises des gens mais qui sont tout près de toi. Tu prends des produits dans les rayons, il y a des gens qui les ont touchés, qui les ont remis parce qu'ils ont juste regardé la composition ou des trucs comme ça. Alors que, en fait, donc tu t'es confronté à plein de gens. Alors que quand tu vas au cinéma, surtout en ce moment parce que les salles sont pas pleines, eh bien, tu fais pas la queue. On rentre dans un sens, on sort par un autre endroit, donc on risque pas de croiser des gens et se tousser dessus, etc. Et comme les salles, même des films qui marchent bien, elles sont pas pleines, tu te retrouves dans une salle à 60 personnes, dans une salle de 200 places ou 300 places. T'imagines, le premier mec, il est à 10 mètres de toi. C'est beaucoup moins dangereux d'aller au cinéma que de faire ses courses, prendre le métro, prendre le train, enfin bref, tous ces trucs-là. Voilà, donc on va au cinéma en vélo. Et comme ça, on est tranquille. C'est une bonne idée. Et comme les bars sont fermiers, il y a pas mieux pour se changer les idées. Voilà, exactement. Merci. Ah si, une dernière question toute conne. T'as combien de chemises rouges en vrai? Oh, il y en a. Je sais rien. En comptant celles que j'ai gardées, mais que j'aurais dû jeter, j'en ai une 30aine.
Ah voilà, bah tu vois, il y a un mec, il a fait des chemises rouges un jour dans sa vie, il a persévéré et c'était jusqu'à ce que t'arrives pour les acheter. Mais merci Voilà. Antoine, en tous les cas d'être passé, c'est très gentil d'avoir accepté d'être venu. On rappelle donc le nom, le titre du film, J'irai mourir dans les Carpates, c'est avec Max Boublil et Alice Paul et effectivement c'est au cinéma depuis le 16 septembre. Et ça sortira ensuite, j'imagine enfin il y a une vie après quoi, en DVD ou en que sais-je. Alors j'en sais rien. Tout ça, la vie après, je sais pas. Ok. Pour l'instant, je suis à la vie tout de suite. Eh ben la vie tout de suite, c'est pas mal, c'est dans les cinémas en ce moment. Merci Antoine. Merci et à bientôt. Salut, super content de vous retrouver pour une reprise d'Essaye encore. Il y a eu une petite pause.